Et si la voix de votre fille disparue résonnait dans une radio cassée 12 ans après sa disparition? Ni un souvenir, ni une hallucination, mais une émission en direct d'un lieu qui ne devrait pas exister. Voici l'histoire d'une mère qui a suivi les parasites et découvert un cauchemar sonore. Avant d'entendre ce qui est arrivé à cette radio cassée, assurez-vous de vous abonner, car une fois que vous avez entendu sa voix, il n'y a pas de retour en arrière. Le vent faisait trembler les fenêtres de la maison de Lena Kerr comme un vieil homme essayant d'être conduit à l'intérieur. Dehors, la première tempête d'octobre balayait les collines de Copper Ridge, entraînant dans l'air des nuages bas et l'odeur des aiguilles de pin. Lena était assise en tailleur sur le sol de son atelier encombré au sous-sol, entourée de radios vintage, d'appareils analogiques et du léger bourdonnement des parasites. La plupart des gens étaient passés depuis longtemps aux signaux numériques, mais pas Lena. Elle vivait dans les fréquences. Le bruit blanc, ce silence qui n'était pas tout à fait silencieux, lui apportait du réconfort. Elle ajusta le cadran de son Kenwood TS 520 restauré, parcourant lentement les bandes basses. Des parasites crépitaient, montant et descendant comme des vagues sur un rivage. Elle le faisait souvent, parfois pour le réconfort du son, parfois pour un espoir désespéré qui ne la quittait jamais vraiment. 12 ans s'étaient écoulés depuis qu'Amelia avait disparu lors d'une tempête à Half Lantern Ridge. Elle avait 13 ans alors, elle en aurait maintenant 25, si tant est qu'elle soit encore en vie. Lena n'en était plus sûre. Ce qui était sûr, c'est que le rire de sa fille résonnait encore dans la maison quand il pleuvait, et que ses rêves étaient si clairs que Lena se réveillait parfois en pensant qu'elle avait simplement été dans la pièce voisine. Un son aigu coupa le bruit parasite. Un bip. Elle se figea, la main tremblant légèrement tandis qu'elle ajustait le bouton de réglage. Rien, juste un bruit blanc. Elle faillit lâcher prise. Presque. Mais le son revint. Chaîne 19, 2-45. Vous m'entendez? Lena se redressa brusquement. C'était faible, grésillant, fragmenté, mais féminin, jeune et étrangement familier. Elle nota les chiffres sur son bloc-notes, 245. Elle vérifia la bande passante. Le canal 19 n'était généralement pas utilisé ici, c'était le territoire de la radio CB, pas des ondes courtes, mais une perte de signal pouvait se produire dans certaines conditions. Si quelqu'un voulait être entendu sur plusieurs bandes. Elle retint son souffle. Puis la voix résonna à nouveau, à peine. « Maman, est-ce que tu m'entends encore ?» Son cœur s'arrêta. Elle laissa tomber le stylo et fixa la radio comme si elle allait se lever et parler à voix haute. Puis elle fit ce qu'elle n'avait pas fait depuis des années, elle appuya sur le bouton d'enregistrement. Cette nuit-là, Lena ne dormit pas. Elle était assise à sa table de cuisine avec un magnétophone portable cabossé, écoutant l'enregistrement en boucle. Elle augmentait le volume, le ralentissait, l'accélérait, le passait dans un égaliseur bon marché où rien n'y faisait. Le message se terminait toujours par la même phrase. « Maman, est-ce que tu m'entends encore ?» Cela aurait pu être n'importe qui, une farce, un enregistrement de film, un hasard. Mais ce n'était pas le cas. Lena connaissait la voix de sa fille, même déformée par les parasites, même après 12 ans. Elle se tourna vers le tiroir du buffet et l'ouvrit lentement. À l'intérieur se trouvaient des souvenirs, l'acte de naissance d'Amelia, la dernière photo d'école et un dossier de police jauni étiqueté « Personne disparue ». Amelia Kerr le feuilleta, s'arrêtant sur le portrait robot la version plus âgée d'Amelia, telle qu'elle pourrait être à 23 ans. Les mêmes longs cils, la légère fossette au menton. « Je ne suis pas folle », murmura Lena à personne. Je l'entendis. C'était elle. Elle prit son téléphone et le fixa. Le numéro clignota, Maya Kerr, sa sœur, la dernière personne à avoir cru que Lena était trop obsédée pour lâcher prise. Lena tapa un message. « J'ai besoin de votre aide maintenant. » C'est Amelia. Je l'ai entendu. Les points de frappe clignotèrent, s'immobilisèrent, puis disparurent. Aucune réponse. Lena se laissa aller au fond de sa chaise, épuisée, les yeux rivés au plafond. Le tonnerre grondait au loin. Elle se leva,
redescendit et s'assit de nouveau près du camp WOD. Elle retourna sur la chaîne 19, espérant contre toute attente. Et puis, une fois de plus. N'arrête pas de m'écouter, s'il te plaît. Tu es le seul à pouvoir encore m'entendre. Au matin, l'orage était passé, mais les pensées de Léna étaient encore embrumées. Debout dans la lueur du réfrigérateur ouvert, elle sirotait du jus d'orange à même la brique. Son téléphone resta silencieux sur le comptoir jusqu'à ce qu'il vibre à 8h03 précise. Maya, j'arrive. Ne me fais pas regretter ça. La réponse de Léna fut immédiate, prends ton matériel. J'ai une cassette. Maya arriva peu après 10h, au volant de la même Jeep grise déglinguée qu'elle possédait depuis des années. Une paire de bottes noires claqua sur le trottoir lorsqu'elle en sortit l'énergie nerveuse, le regard perçant, son sac à dos déjà en bandoulière. Maya, dis-moi que ce n'est pas encore un terrier de lapin mort. Léna, écoute d'abord. Pas de bonjour. Pas de câlin. Ils descendirent au sous-sol, où l'air sentait toujours la soudure et la vieille moquette. Léna appuya sur la touche, play, de la platine sans un mot. Chaîne 19. 2-45. Tu m'entends? Maman, tu m'entends encore? Le regard de Maya resta inchangé. Elle resta immobile comme une statue jusqu'à ce que l'enregistrement se mette en boucle. Puis. Maya, tu as ça d'ici? Ton camp WOD? Léna hocha la tête. Le canal était-il grand ouvert? Quelle gamme de fréquences? Je l'ai noté au 245 mais il a dépassé 19. Ça n'aurait pas dû. Maya sortit son ordinateur portable et un petit tuner de son sac. Tu as toujours la ligne analogique d'origine? Je veux faire une analyse du bruit de fond. Je n'y ai jamais touché, dit Léna. Je savais que tu le voudrais cru. Maya fit un signe de tête approbateur, rare. Voyons quel fantôme le poursuivait. Il fallut 2 heures à Maya pour tester le son dans son équipement. Elle chargea le signal, le filtra, effectua une analyse spectrale et le compara aux bases de données d'échantillons vocaux. Elle travailla rapidement en ses doigts survolant le clavier, ne s'arrêtant que pour siroter le café brûlé de Léna. Finalement, elle se laissa aller en arrière. Maya, la voix est réelle. Ce n'est pas un échantillon. Ce n'est pas un montage. C'est original, quelqu'un l'a vraiment transmise, peut-être en direct. La gorge de Léna se serra. Maya, et l'empreinte vocale, elle correspond à 89% au message vocal qu'Amélia vous a laissé avant le voyage, le dernier message sur votre téléphone. Léna s'assit lentement. Maya, chuchotant, Jésus. Maya, tu l'entends aussi, n'est-ce pas? Léna, c'est elle. Je ne dis pas que. Maya, interrompant, je dis que ça lui ressemble, mais ce genre de clarté sur les ondes courtes, ça n'a pas de sens. Léna, chaîne 19. 245, qu'est-ce que ça veut dire? Maya passa la main dans ses courts cheveux noirs. Ça pourrait être un code. Ça pourrait être un canal CB ou une fréquence en kHz. Le canal 19 est surtout utilisé par les routiers. Bande standard, mais 245, c'est bizarre. Ça pourrait faire référence à un point de transmission ou à des coordonnées. Léna se leva et alla vers la carte épinglée au mur du sous-sol. Toute la région de Copper Ridge était délimitée au marqueur, avec de vieilles punaises encore en place depuis des années. Elle traça. Le long du bord ouest, le canal 19 était la dernière fréquence utilisée lors de la catastrophe d'Echo Veille. N'est-ce pas? Demanda Maya. Le gouvernement a fermé cet endroit en 1994. Il y a eu un problème avec les tests soniques. Tout le monde le nie maintenant. Mais tu y crois? Dit Léna en observant attentivement sa sœur. Maya hésita, puis expira. J'ai déjà intercepté du trafic étrange dans cette zone. Rien d'aussi clair, mais des choses étranges, des rafales de codes corrompus, des voix brouillées, puis le silence. Léna a pointé un point sur la carte. Echo Veille est exactement à 245 degrés ouest d'ici.
Ce sont des coordonnées. Maya se tourna lentement vers elle. Tu es sérieuse? Elle est dehors? Léna secoua la tête. Ça pourrait être un canular. Tu le sais. La fille est partie depuis 12 ans. On s'en prend tout le temps aux affaires non résolues. Je sais ce que j'ai entendu, rétorqua Léna, et je sais ce que j'ai ressenti. Maya leva les mains. D'accord, j'y vais. Mais si c'est un idiot avec un modulateur de voix et une chaîne YouTube, ça n'aura aucune importance, dit Léna. Je dis juste que si c'est Amélia et qu'elle est vivante. Sa voix se brisa. Alors on la ramène à la maison. Ils avaient emporté de la nourriture légère, des lampes de poche, des chargeurs solaires et tout le matériel radio portable que Maya possédait. Léna avait apporté le vieux bracelet à breloques d'Amélia, Maya avait apporté un revolver .38, pour les coyotes, avait-elle dit, mais Léna savait qu'il n'y avait rien de tel. À midi, ils roulèrent vers l'ouest, en direction des collines interdites d'Écoveille. Plus ils avançaient, plus les maisons de ville et les épiceries cédaient la place à d'anciennes routes minières, à des poteaux téléphoniques oubliés et à un ciel si vaste qu'il donnait l'impression que le monde était inachevé. À 14h30, ils atteignirent le bord du voile, une clôture grillagée effondrée, un panneau d'avertissement gouvernemental délavé s'accrochant à peine à son poteau. Maya arrêta la Jeep. C'est là que le réseau tombe en panne, a-t-elle déclaré. Léna vérifia la radio. Des parasites. Puis, faiblement, ne t'arrête pas. Je suis là, s'il te plaît. Ses mains tremblaient. Maya lui attrapa doucement le poignet. Allons la retrouver. Dès qu'ils franchirent la clôture brisée et entrèrent dans le voile d'écho proprement dit, le silence devint étrangement profond. Pas d'oiseaux. Pas de vent dans les arbres. Pas même le bourdonnement des insectes, juste le crissement des pneus sur le gravier et le faible bourdonnement de la radio provenant encore des genoux de Léna. Maya quitta le chemin principal et s'engagea dans les bois, suivant un ancien sentier d'entretien à peine visible à travers les sous-bois. Cet endroit ne devrait pas exister, dit-elle d'une voix tendue. Il est hors carte depuis des décennies. Mais quelqu'un continue à transmettre depuis celui-ci, répondit Léna. Ils roulèrent encore 15 minutes plus loin, dans ce qui semblait être une nature essayant d'effacer les erreurs de l'homme, des lignes électriques tombées rouillées à côté des arbres qui les avaient traversées, des poteaux à moitié enterrés dépassant du sol comme des os brisés. La route s'arrêtait brusquement près d'une tour de guet effondrée, dont la charpente rouillée penchait comme une croix penchée. La structure semblait brûler, son métal avait fondu par endroits, comme sous l'effet d'une chaleur extrême. Maya coupa le moteur. Le silence qui suivit fut si profond que Léna eut l'impression que ses oreilles s'étaient débouchées. Puis la radio reprit vie. Suis le fil, maman, tu es proche. Ils se figèrent tous les deux. Léna attrapa le tuneur portable. Il est plus puissant maintenant. Maya sortit de la Jeep, ses bottes craquant des aiguilles de pin mortes. Elle désigna un câble à moitié enterré qui serpentait dans les bois à un morceau d'une vieille ligne électrique, épais et effiloché par endroits, mais encore intact. Ça doit être ça, dit-elle. Allons-y. Ils suivirent le câble sur près d'1,5 km, plus profondément dans la forêt. En chemin, Léna remarqua d'étranges balises, des bouts de ficelle noués autour des branches, des bandes de rubans adhésifs colorés décolorés par les intempéries, et même une bague en plastique pour enfants attachée à un buisson. Amélia adorait fabriquer des balises lors de leurs randonnées ou des miettes de pain, comme elle les appelait. Tu vois ça, murmura Léna. Maya hocha la tête d'un air sombre. Ce n'est pas un hasard. Quelqu'un a gardé un chemin. Finalement, le câble menait à une porte en acier rouillé, encastrée dans la colline, si bien camouflée par les vignes et la terre qu'elle aurait été invisible sans le fil. Le pochoir délavé au-dessus de la porte disait. Propriété de l'installation Eco 09. Entrée interdite. Maya enleva les débris d'un clavier près de la porte. Il était hors service, sans courant. Léna s'avança et posa sa main à plat sur la porte. Elle était chaude. Elle retira brusquement sa main. Il y a du pouvoir derrière. Quelque chose tourne.
J'ai apporté des outils, dit Maya, déjà agenouillée. Voyons si la porte se souvient comment s'ouvrir. Après 30 minutes de travail et quelques manœuvres créatives, la serrure magnétique émit enfin un clic métallique. Maya se leva, tendue. Tu es sûr de ça? Léna ne répondit pas. Elle ouvrit lentement la porte. À l'intérieur, un étroit escalier s'enfonçait dans l'obscurité. L'odeur les frappa en premier, poussière, moisissure et une odeur légèrement métallique. Ils allumèrent leurs phares et entrèrent, leur pas résonnant faiblement lorsque la porte se referma avec fracas derrière eux. La cage d'escalier menait à un étroit couloir en béton bordé de supports muraux vides, là où se trouvaient autrefois des luminaires. Le long du mur de gauche, des panneaux brisés indiquaient « Salle d'observation A » et « Salle DE 2B ». Maya vérifia son scanner. On est proche. Quoi qu'il en soit, c'est en dessous de nous. Alors qu'il s'enfonçait plus profondément, Léna remarqua de faibles gribouillis sur les murs, faits de ce qui ressemblait à des crayons ou des marqueurs. Ils m'ont dit que le ciel était mort. Ne parlez pas quand le ton baisse. Maman, viens me chercher. Léna passa ses doigts sur un message, Amélia était là. Maya lui jeta un coup d'œil mais ne dit rien. Ils tournèrent au coin d'une rue et découvrirent une lourde porte d'acier légèrement entr'ouverte. Au-delà, le couloir s'ouvrait sur une immense salle circulaire. Des rangées d'appareils brisés entouraient une cabine centrale en verre insonorisé. À l'intérieur se trouvait une chaise, des sangles pendaient de ses accoudoirs et, devant, une table sur laquelle un magnétophone clignotait encore. Léna s'est précipitée et a appuyé sur play. Le test commence à la fréquence 245. La baisse de tonalité déclenche une fausse superposition de souvenirs. Ne laissez pas le sujet sans surveillance pendant les cycles. Le sujet appellera la figure maternelle. C'est normal. La bande s'arrêta. Léna se tourna vers Maya, qui était pâle. Ils ont fabriqué des signaux émotionnels, dit doucement Maya. Ils ont utilisé des voix pour déclencher des réactions traumatiques. Ils ont littéralement entraîné le cerveau humain à entendre ce qu'il redoutait le plus, et ils ont utilisé des enfants. La voix de Léna tremblait. Je ne sais pas. Maya secoua la tête. Mais c'est de là que vient le signal. Soudain, une nouvelle transmission fait irruption dans le tuner. J'ai attendu. Je suis restée silencieuse, comme tu l'avais dit. Tu avais promis de venir, maman. Léna tomba à genoux. C'est elle. Ils tournèrent leur lampe de poche dans la pièce. Au fond, une petite lumière rouge clignotait, provenant d'un vieux poste de surveillance. Maya courut vers eux et appuya sur le bouton marche-arrêt. Le terminal s'alluma. Des lignes de code corrompues à peine visibles défilèrent, puis s'immobilisèrent. Un dossier apparut à l'écran, sujet 7AK. Léna fixa les lettres. Maya cliqua à l'intérieur. Il y avait des enregistrements audio, des extraits vidéo, des notes. Elles passèrent le premier fichier. Le sujet 7 continue de réagir positivement aux simulations maternelles. Les identifiants du monde réel sont supprimés. Le contact vocal augmente la réceptivité. Fichier suivant. Demande effectuée. Le sujet souhaite parler à sa mère. Le technicien a reçu l'ordre d'approuver. Léna sentit la nausée monter. Ils avaient nourri Amélia de ses propres souvenirs, mais filtrés, déformés, répétés. Elle est vivante, murmura Léna. Ils l'ont utilisée. Ils l'ont conditionnée. Maya secoua lentement la tête. Numéro utilisé, plus maintenant. Elle désigna un dernier journal intitulé Boucle DE signal activé, date, hier. Il ne s'était pas contenté de l'expérimenter, quelqu'un continuait à le faire en ce moment même. Elles restèrent un long moment à examiner le dernier fichier journal, sans qu'aucune des deux femmes ne parle. Finalement, Maya rompit le silence. La transmission qui nous a conduits ici, elle ne venait pas de l'intérieur de ce bunker. Léna se tourna vers elle. Mais le signal en direct est acheminé. A rebondi ici, relayé, dit Maya.
Je pense que c'était la boucle, répéta sa voix, mais le signal en direct que nous avons capté, il venait d'ailleurs. Elle a pointé du doigt une ligne de données dans le journal du terminal. Origine TXN4 Citèbre L8 45117 Nord long 222 083 Ouest. Léna sortit la carte de son sac et l'étala sur la table. Des coordonnées, demanda-t-elle. Maya confirma en sortant son téléphone. Je vais le convertir. Un instant plus tard, l'écran de Maya affichait une zone boisée à environ 10 km au nord-est, toujours dans le périmètre d'Écoveille. Il n'y a pas de route, dit-elle. Juste des arbres, une vieille crête et ce qui ressemble à des ruines. Léna fixa le point rouge. Elle est là. De retour à la Jeep, Léna alluma le chauffage tandis que Maya planifiait la randonnée. Le soleil glissait déjà derrière les arbres, projetant de longues ombres dorées sur la crête. Il reste 6 km jusqu'au point de chute le plus proche, dit Maya. Il faudra faire les 2 derniers kilomètres à pied, une montée raide. On devrait y aller maintenant. Maya la regarda. Il fera nuit. Elle est seule, dit Léna. Ou pire, elle croit l'être. Ils remballèrent leurs affaires. Léna vérifia la batterie du synthoniseur, elle bourdonnait toujours, avec une pulsation régulière. Ce qui transmettait n'avait pas cessé. Ils arrivèrent au point de débarquement juste avant le crépuscule. La Jeep ne pouvait pas aller plus loin, trop d'arbres tombaient, le sentier trop étroit. Léna prit une lampe de poche, mais Maya l'en empêcha. Utilise la lumière rouge, dit-elle. Plus difficile à repérer. Ils allumèrent leur phare à lentilles rouges et entamèrent la montée à travers un sous-bois dense. Les aiguilles de pin craquaient doucement sous leurs pieds. La forêt semblait plus ancienne, oubliée. Un silence de mort planait dans l'air. À mi-chemin, Léna s'arrêta brusquement. Quelque chose brillait sur une branche basse. Elle se pencha et halta. Soigneusement noué avec de la ficelle, un bracelet en argent en pas neuf, délavé et usé, mais reconnaissable entre tous. 3 minuscules breloques y étaient accrochés, un livre, un chat et une lune. Les yeux de Léna s'emplirent de larmes. Mon bracelet à histoire, murmura-t-elle. Chaque breloque racontait un bout de rêve. Elle tendit la main vers elle et un petit mot vola au sol. C'était juste un morceau de tissu déchiré, avec une écriture en bloc au marqueur bleu. Le 245 fonctionne toujours. Peux-tu me suivre? Maya le ramassa. Elle l'a laissé aujourd'hui, peut-être hier. Elle n'est pas seulement vivante, Léna, elle essaie de s'en sortir. Ils avancèrent avec une urgence renouvelée. À mesure que la nuit tombait, la forêt semblait se rapprocher. D'autres repères apparurent, des morceaux de ruban, des ficelles colorées, des emballages de bonbons écrasés, disposés comme des panneaux de signalisation. À 20h13, les arbres s'ouvrirent sur une clairière. Devant eux se dressait une structure basse et effondrée, engloutie par la mousse et les vignes. Les fondations en pierre étaient fissurées mais visibles, en dessous, un escalier descendait dans l'obscurité. Léna n'hésita pas. Elle descendit, Maya juste derrière elle. L'escalier débouchait sur un couloir métallique éclairé par des ampoules oranges clignotantes. Un bourdonnement résonna dans l'air. L'air était un doux murmure électronique. Ils passèrent devant une signalisation défraîchie, site B, coffre d'observation niveau 1, confinement de la mémoire, niveau 2, audio expérimental. Je jure que ce n'était enregistré nulle part, dit Maya. Même les rapports d'écho ne mentionnaient pas de site B. Léna continua, le souffle coupé à chaque virage. Elles atteignirent enfin une porte blindée au pas de clavier, juste une poignée. Elle l'ouvrit et se figea. La pièce au-delà était une chambre, petite, stérile, mais visiblement habitée. Un lit simple, des étagères garnies de livres usés et jaunis, et une affiche de la lune scotchée de travers au mur. Dans un coin se trouvait un bureau avec un poste de radio allumé où le cadran étant réglé sur 245,0000 kHz et, sur le lit, un carnet. Léna se précipita dessus, feuilletant les pages. C'était un journal écrit d'une écriture irrégulière,
chaque page remplie bord à bord. Ils ont dit que ma mère était morte, mais je ne les crois pas, a-t-elle dit. La Lune aurait toujours la même taille, quelle que soit la distance qui nous sépare. Donc si je peux voir la Lune, peut-être qu'elle le peut aussi. Parfois, je parle à la radio juste pour avoir l'impression que quelqu'un pourrait m'entendre. Ils ont arrêté de répondre l'hiver dernier, mais je continue d'essayer. Un jour elle répondra. Un jour elle viendra me chercher. La main de Léna tremblait. Elle tourna la page suivante. Si vous lisez ceci, alors j'avais raison, vous êtes réel. S'il te plaît, ne t'arrête pas. Je suis tout prêt. Je t'entends aussi. Maya lui toucha l'épaule. Léna se retourna. Maya désignait une petite pièce latérale. Une armoire en acier était ouverte, à l'intérieur se trouvaient des dizaines de cassettes, chacune étiquetée sujet 7 jour 1, jour 2, jour 4. 129. Léna parcourut les rangées aux plus de 11 ans d'enregistrement. Elle prit le plus récent et l'écouta. Aujourd'hui, j'ai rêvé de notre jardin. La chaise rose était là et le chien du voisin aboyait. J'ai essayé de sortir, mais le bruit est revenu, le bruit qui me dit d'oublier. Je me suis battu. J'ai murmuré ton nom. Je me souviens de ce que tu disais quand j'étais malade, je te tiens. Tu es en sécurité maintenant. Léna ne pouvait pas parler. Maya porta la main à son casque. Je capte quelque chose, une autre transmission. Tout près. Ils se tournèrent tous deux vers le mur du fond, où un conduit d'aération vibrait doucement. On entendit à peine le bruit d'une respiration, puis « Maman ? Maman ». Le mot sortit à nouveau de la bouche d'aération, discret mais distinct. Ce n'était pas le son fragmenté d'avant, c'était réel, prononcé en temps réel. Léna laissa tomber le journal et se précipita vers la source, pressant son oreille contre le métal froid. « Amélia » murmura-t-elle. « C'est toi. » Une longue pause, puis d'une voix fragile, comme quelqu'un qui essaie de se souvenir d'un rêve. « Tu lui ressembles. » Le cœur de Léna se serra. « C'est moi. C'est maman, ma chérie. Je suis là. Je suis vraiment là. » Le silence dura plusieurs secondes, interrompu seulement par une respiration douce. Puis vint un mot, à peine un murmure, mais lourd d'incrédulité. Avec elle. Léna retint son souffle. Oui. Oui, bébé, c'est moi. Je suis venu pour toi. Amélia l'a répété, testant le nom comme s'il n'était pas familier. Il disait que tu étais mort. Il disait que tu brûlais dans le ciel. Des larmes coulaient des yeux de Léna. Ils vous ont menti. Rien de tout cela n'était réel. Il n'y a pas de guerre, pas de feu, pas de fin du monde. Je n'ai jamais cessé de te chercher. Plus de silence, alors ? Ils m'ont dit que si j'arrêtais de me souvenir, la douleur disparaîtrait. Léna pressa son front contre la ventilation. Tu n'as plus à oublier. Je t'aiderai à te souvenir. Je te sortirai d'ici. Derrière elle, Maya scrutait la pièce, le faisceau de sa lampe de poche se déplaçant sur chaque surface. Il doit y avoir un accès à ce puits, murmura-t-elle. Elle est à proximité, probablement dans l'aile de maintenance ou au sous-sol. Un faible gémissement résonna quelque part dans les murs, suivi d'un coup mécanique. Elle bouge, dit Maya. Peut-être que la ventilation mène à une autre pièce. Aide-moi à trouver la porte d'accès. Léna se tenait debout, les genoux tremblants. Amélia, tu m'entends ? On vient vers toi. J'ai peur, dit la voix. Ils ont dit que si je partais, le bruit me dévorerait. Léna ferma les yeux. Personne ne te fera de mal. Plus maintenant. Ils trouvèrent le tunnel d'accès derrière une étagère cassée, juste assez large pour ramper. Maya passa la première, sa lampe torche se frayant un chemin à travers la poussière et les toiles d'araignée. Léna la suivit de près, le cœur battant. Le tunnel débouchait sur un couloir inférieur, faiblement éclairé par de vieux gyrophares rouges.
L'air y était plus lourd, humide, vicié, avec une légère odeur d'ozone. Le couloir se divisait en 3 portes, l'une cadenassée, la deuxième barrée, la troisième portant l'inscription « Amelia » gravée en lettres irrégulières. Maya fit signe vers la porte ouverte, un mouvement à l'intérieur. Ils entrèrent prudemment, la lampe torche allumée. La pièce était à moitié une cellule d'observation, à moitié une chambre, un lit de camp, un bureau, un distributeur d'eau, et, recroquevillée dans un coin, les genoux contre la poitrine, une jeune femme leva les yeux, écarquillée et perdue dans la lumière rouge. Pendant une longue seconde, suspendue, personne ne bougea. Puis Léna dit doucement, « Amelia ». La fille cligna des yeux. Elle était maigre, ses cheveux longs et inégaux, ses bras couverts de cicatrices discrètes et de traces de feutre. Son visage était décharné, mais ses yeux étaient du même vert noisette, tachetés d'ambre les yeux de Léna. Amelia tressaillit. « Non, tu es une voix, une de ces simulations qu'il m'envoie sans cesse pour me tester. » Léna s'approcha, faisant attention à ne pas l'effrayer. « Je suis réelle. Je te le promets, je suis ta mère. » Les lèvres d'Amelia tremblèrent. « Prouve-le. » Léna s'accroupit et parla lentement. « Quand tu avais 6 ans, tu t'es cassé le bras en tombant du poirier. J'étais juste en dessous, et tu m'as atterri dessus. On a pleuré toutes les deux, puis je t'ai porté dans mes bras jusqu'à la voiture. Même si je me suis tordu la cheville, tu as dit que je t'avais quand même rattrapé, comme toujours. » Amelia le fixa du regard. Les larmes lui montèrent aux yeux. « Tu te souviens de ça ?» Léna hocha la tête, en pleurs. « Tous les jours. » Lentement, Amelia se pencha et toucha le visage de Léna d'une main tremblante. Ses doigts effleurèrent les traces de larmes. Elle recula brusquement, surprise. « Tu es chaleureux. »« Je suis réelle. » Amelia se mit à sangloter. Il lui fallut du temps pour la convaincre de sortir. Elle ne faisait confiance ni à la porte, ni aux lumières, ni à Maya. Elle n'arrêtait pas de demander. « Où sont les observateurs ? Les sons sont-ils éteints ? Le ciel est-il propre ?» Maya se déplaçait tranquillement, traçant un chemin. Aucune caméra ne fonctionne. Cette aile est une zone morte. On peut sortir si on y va maintenant. Léna a enveloppé Amelia dans une couverture du berceau. « Je te ramène chez toi, » murmura-t-elle. « On y va doucement. Tu n'as pas besoin de tout comprendre maintenant. Suis ma voie. » Mais alors qu'elles atteignaient le couloir, Amelia se figea où son corps se raidit. Elle tourna brusquement la tête, comme si elle entendait quelque chose que personne d'autre n'entendait. Puis vint le ton qu'elle murmura, plus fort. Le ton est revenu. Soudain, la radio sur la hanche de Léna crépita violemment, restit, un son déformé perça le silence ou une pulsation basse fréquence, rythmiquement. Amelia hurla et se laissa tomber par terre, les mains sur les oreilles. Léna essaya d'éteindre la radio, mais elle refusait de s'éteindre. Maya retira les piles, le signal continua sans électricité. C'est diffusé dans tout le bâtiment. Maya cria, à travers les murs. Amelia hurla plus fort. Puis soudain, elle se mit à répéter. Retour à la pièce. Retour à la lumière. Oublie. 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 Léna se laissa tomber à côté d'elle, prenant son visage dans ses mains. Regarde-moi, Amelia. Regarde mes yeux. C'est réel. Tu ne rêves pas. Ne les écoute pas. Mais la fille était prise dans une boucle, son esprit s'effilochant comme une bande cassée. Léna fit la seule chose à laquelle elle pouvait penser, elle commença à chanter une berceuse, la même qu'elle chantait tous les soirs des années auparavant avant de se coucher, celle sur les étoiles, les lapins et les rêves qui attendaient juste au-delà des nuages. Amelia halta, les yeux rivés sur sa mère. Elle se pencha et serra Léna si fort que cela lui fit mal. « Je m'en souviens », murmura-t-elle. Le son s'arrêta. Le couloir redevint silencieux. Ils n'attendirent pas Maya les ramena à travers le tunnel, en haut des escaliers, dans la nuit.
Amelia marchait comme quelqu'un qui marchait pour la première fois. Léna la serrait fermement dans sa main. Au moment où ils atteignirent la Jeep, les étoiles étaient déjà sorties. Léna ouvrit la porte arrière. Allons-y. Mais Amelia hésita. Je ne sais pas comment être à l'extérieur. Tu n'as pas besoin de savoir, dit Léna. Tu dois juste venir avec moi. Un long battement, puis doucement. D'accord. Le trajet de retour vers la ville fut silencieux, à l'exception du vent et du léger vrombissement des pneus sur l'asphalte. Amelia était recroquevillée sur la banquette arrière, enveloppée dans des couvertures, le regard rivé aux vitres toutes les quelques secondes, comme si elle s'attendait à voir quelqu'un les suivre dans l'obscurité. Léna était assise à côté d'elle, ne lâchant jamais sa main. Maya conduisait, son regard oscillant entre la route et le rétroviseur. Personne n'a parlé jusqu'à ce que les lumières de Copper Ridge apparaissent. On va d'abord à l'hôpital ou à la police, demanda Maya. Léna regarda sa sœur. Ni l'un ni l'autre. On va voir l'inspecteur Rosenthal. Maya fronça les sourcils. Il est à la retraite. C'est le seul à m'avoir cru pendant les 2 premières années. Il a une dette envers moi. L'inspecteur Samuel Rosenthal avait mal vieilli. Lorsque Léna et Maya arrivèrent à son chalet à l'extérieur de la ville, l'enquêteur autrefois solide avait maintenant une barbe grise, des yeux cernés et une claudication qui donnait l'impression que la terre lui tirait un peu plus fort sur les os. Mais lorsqu'il ouvrit la porte et vit Amelia debout derrière Léna, sa main lâcha la tasse qu'il tenait. « Mon Dieu » murmura-t-il. « C'est elle. » Léna hocha la tête. « Nous avons besoin de votre aide et de vos dossiers. » De tous. À l'intérieur, autour d'un thé chaud et d'une couverture chauffante pour Amelia, ils ont exposé toute l'histoire, les enregistrements, le signal, le bunker, le journal, la fréquence radio, les simulations vocales, les tonalités. Rosenthal resta silencieux un long moment. Puis il entra dans une arrière-salle et revint avec une boîte métallique verrouillée. Au début des années 90, une entreprise militaire opérait à Ecovey. Elle s'appelait Terech, une filiale de Procin Corporation, une société de défense aujourd'hui disparue. La rumeur courait qu'elle menait des essais de modulation cognitive, consistant à programmer des réponses émotionnelles par le son. Il déverrouilla la boîte et en sortit plusieurs vieilles photographies et un dossier marqué Projet Holo. La tête de Maya se releva brusquement, ce nom était apparu dans l'établissement. Rosenthal hocha la tête d'un air sombre. Je n'étais pas censé les garder. Mais après la disparition d'Amelia, j'ai cherché tout ce que j'ai pu. L'entreprise utilisait des fréquences graves combinées à des déclencheurs de mémoire émotionnelle, principalement avec des patients souffrant de TSPT. La situation s'est dégradée. Quelques sujets de test ont eu des effondrements irréversibles. Léna feuilleta les dossiers. Pourquoi des enfants? Ils avaient besoin de cerveaux en développement, a-t-il expliqué. La théorie était que les sujets plus jeunes pouvaient plus facilement établir de nouveaux liens entre la mémoire audio et la mémoire. Si l'on pouvait entraîner quelqu'un à réagir à certains tons ou mots avec une loyauté absolue ou avec crainte ou avec calme, on pourrait former des soldats ou faire taire les dissidents. Il se pencha en avant, baissant la voix. Amelia n'était pas la seule. La main de Léna se figea. Quoi? Il y en avait d'autres? Rosenthal hocha la tête. 3 cas de disparition dans des comtés voisins au profil similaire, un garçon et 2 filles, tous disparus entre 2008 et 2014. Tous ont signalé avoir entendu des signaux étranges avant de disparaître. Personne n'a jamais fait le lien. Maya frappa la table du plat de la main. Ils n'étaient pas perdus. Ils ont été enlevés, soignés, soumis à un lavage de cerveau. Quelqu'un a maintenu le projet en vie. Rosenthal a déclaré, même après leur faillite. Léna fixait sa fille. Amelia était silencieuse, son regard scrutant la pièce comme s'il s'agissait d'un rêve qu'elle n'avait pas encore complètement pénétré. Je dois l'emmener à l'hôpital, dit Léna. Je sais, dit Rosenthal. Mais d'abord, il y a un autre endroit que tu devrais voir. 1 heure plus tard,
Rosenthal les conduisit à un bâtiment industriel abandonné depuis longtemps, près de la gare de triage. L'enseigne extérieure avait été retirée depuis longtemps, mais la porte vitrée affichait encore un contour blanc délavé, Proem Communication aux propriétés privées. À l'intérieur, ils découvrirent des rangées de cabines insonorisées, désormais couvertes de poussière et de délabrement. Dans une pièce, Maya activa une sauvegarde de serveur encore fonctionnelle et récupéra les journaux du réseau. Les fichiers étaient incomplets, mais l'un d'eux se démarqua, Philolo, le protocole résiduel n'est pas mort. Maya l'a ouvert. Si un sujet se rétablit prématurément, instaurez le protocole résiduel, déclenchez des sons secondaires ancrés dans la mémoire profonde. Ces sons sont irréversibles et s'auto-renforcent. Le sujet ressentira confusion, paranoïa et, à terme, effondrement cognitif complet sans exposition au rappel. La voix de Maya tremblait. C'est comme un coupe-circuit. S'il s'échappe, il se casse. Lena pâlit. Mais Amelia ne s'est pas effondrée. Elle est proche, dit Maya. Nous devons l'aider à désapprendre les sons, à éliminer les associations déclenchantes, à reconstruire sa réalité. Comment, demanda Amelia pour la première fois depuis leur entrée dans le bâtiment. Tu chantes? Ils se tournèrent vers elle. Je ne sais pas comment je m'en suis souvenu, dit-elle d'une voix fragile mais claire. Mais quand tu chantais, le son s'annulait. La boucle était rompue. Lena sentit ses larmes monter à nouveau. Alors on continue à chanter. Amelia hocha la tête. Ils quittèrent l'établissement, dossier en main, et se dirigèrent directement vers l'hôpital. Une infirmière d'accueil bienveillante les conduisit dans une pièce calme. Tandis que les médecins prenaient ses constantes et effectuaient des examens neurologiques de base, Amelia s'accrochait à la main de Lena, scrutant chaque recoin de la pièce à la recherche d'ombres qui n'étaient pas là. Le docteur Nilsson, spécialiste des traumatismes, est arrivé calmement et sur un ton doux. Elle est stable, a-t-il déclaré. Elle présente quelques carences en vitamines, mais aucun signe de lésion cérébrale. Ses réactions aux stimuli suggèrent un isolement prolongé et un conditionnement psychologique sévère, mais aucune atteinte organique. C'est une bonne nouvelle, dit Lena. Et les tons? Le visage du docteur Nilsson s'assombrit. C'est plus complexe. Il nous faudra une thérapie sonore, du neurofeedback, une régression mnésique immersive, ça va prendre du temps. Et je surveillerai les émissions, ajouta Maya. Si le coupable est toujours en liberté, il réessayera. Nilsson hocha la tête. Je te crois, et je te soutiendrai aussi longtemps que possible. Alors qu'il partait, Amelia s'allongea sur le lit, les yeux fermés. Lena se pencha. Tu veux que je te chante quelque chose? Amelia ne répondit pas, alors Lena se mit à fredonner doucement le même air. La respiration d'Amelia ralentit, sa main se referma sur celle de sa mère et, pour la première fois depuis ses 8 ans, elle s'endormit. 3 jours après le sauvetage d'Amelia, Lena n'avait toujours pas quitté l'hôpital. Elle dormait dans le fauteuil inclinable à côté du lit de sa fille, mangeait à la cafétéria et gardait son téléphone chargé en permanence au cas où Maya appellerait pour donner des nouvelles. Amelia n'avait pas beaucoup parlé depuis cette première nuit, mais elle avait commencé à dessiner d'étranges formes tourbillonnantes, des spirales, des ondes et des figures grossières reliées par ce qui ressemblait à des fils ou des ondes sonores. Lena reconnut immédiatement un schéma, la disposition des boutons du tuner Canwod. Ce qui avait été fait à Amelia n'était pas seulement psychologique, c'était ancré dans sa vision du monde à travers les signaux, les canaux et le contrôle. Le matin du 4e jour, Lena se réveilla et trouva Maya à ses côtés, un ordinateur portable à la main, l'air sombre et excité. « Je l'ai trouvé », dit-elle. Lena se frotta les yeux. « Qui ?» Maya s'assit au bord du rebord de la fenêtre et baissa la voix. « Celui qui a conçu l'algorithme sonore original du projet Hollow, c'est Boone Malisté. C'était un technicien du son militaire reconverti en entrepreneur, disparu vers 2015. Mais devinez quoi? Il est vivant, sous un pseudonyme Elias Ford et vit dans une cabane près de Mine Epic, complètement hors réseau. Les gens pensent que c'est un radioamateur excentrique. Lena se redressa.
Il a contribué à créer ce qu'ils ont fait à Amelia. Il a écrit le code qui a appris au cerveau à associer certaines fréquences à des réactions émotionnelles spécifiques, en gros, il a transformé la mémoire en arme. Alors nous devons lui parler. Le trajet jusqu'à Miney Peak dura 4 heures. La cabane de Boone Malisté était nichée à l'extrémité nord du col. Le chemin de gravier qui y montait était bordé de panneaux d'exploitation forestière abandonnés, et Maya dut passer en 4x4 à mi-chemin. Ils se garèrent près d'une clairière. De la fumée s'échappait paresseusement d'une cheminée. Ça a l'air calme, dit Maya en sortant un petit tasé de sa boîte à gants. Mais supposons que ce ne soit rien. Alors qu'ils approchaient, une silhouette apparut dans l'embrasure de la porte, un grand homme barbu, la soixantaine, le regard rivé sur Lena derrière ses lunettes à monture métallique. « Tu n'es pas perdu, dit-il. »« Non, répondit Lena, mais quelque chose l'est, ma fille. » Boone resta un instant immobile, puis se retourna et rentra sans un mot. Maya lança un regard à Lena, celle-ci le suivit. L'intérieur sentait le pain, et des composants radio jonchaient le sol. Des diagrammes papier s'alignaient sur les murs aux diagrammes d'ondes, grilles de fréquences, équations griffonnées comme un mélange d'ateliers, de bunkers et de sanctuaires dédiés à la science ratée. Boone s'assit à un établi et désigna 2 vieilles chaises en bois. « Assieds-toi, mais ne t'allonge pas. »« Nous ne le ferons pas, » dit Lena en s'installant. Maya resta debout. « Alors elle a survécu ? » ?»« Elle est à l'hôpital maintenant, » dit Lena. « Elle a été retenue captive pendant 12 ans, endoctrinée, conditionnée, torturée avec ce ton. » Boone ferma les yeux comme si ces mots le blessaient physiquement. Ce n'était pas censé fonctionner sur les enfants, pas comme ça. Mais ça a fonctionné. Ma mère a craqué, et ça a continué longtemps après ton départ. Je les ai prévenus, dit Boone à voix basse. Quand j'ai quitté Point, j'ai effacé toutes mes recherches. J'ai brûlé les protocoles, les cartes, les schémas. Mais je n'étais pas le seul à travailler dessus. Il y en avait d'autres. Il les appelait les bergers audio des gens qui croyaient pouvoir utiliser le contrôle du ton pour créer de meilleurs citoyens. Des citoyens, répéta Lena. Ils l'ont ruiné. Boone ouvrit un tiroir et en sortit une vieille cassette audio. C'est pour ça que je suis parti. Ça s'appelle le briseur de résonance. C'est un antiton, une fréquence de déconditionnement que j'ai créée en secret. Je ne l'ai jamais diffusé. Je ne savais pas si ça fonctionnait. Qu'est-ce que ça fait ? Demanda Maya. Cela introduit de l'instabilité dans les ponts de mémoire, adoucit le lien émotionnel, amène le cerveau à remettre en question ce qu'il croit savoir. Lena se pencha en avant. Est-ce que ça pourrait aider Amelia ? Boone ne répondit pas directement. Ça pourrait aussi la détruire entièrement si elle est trop fragile. Lena prit la cassette. On va essayer, une exposition lente et douce dans un environnement contrôlé. Boone la regarda dans les yeux. Tu l'aimes vraiment. C'est ma fille. Il hocha la tête. Alors je viens avec toi. Maya haussa un sourcil. Pourquoi ? Je veux voir si la rédemption est possible. De retour à l'hôpital, les médecins n'étaient pas ravis de la présence de Boone ni de la cassette, mais Lena avait autorité sur les soins prodigués à Amelia. Le docteur Nielsen accepta de les laisser tester le résonance breaker dans la salle de neurothérapie, sous surveillance. Amelia était hésitante, mais curieuse. En voyant la cassette, son expression changea. C'est la forme de mes rêves. Boone s'assit de l'autre côté de la pièce et parla pour la première fois. Tu t'en souviens parce qu'on t'a entraîné sur une fréquence en boucle. Celle-ci est différente, elle aura la même forme, mais elle s'étend vers l'extérieur, pas vers l'intérieur. Pourquoi devrais-je te faire confiance ? Tu ne devrais pas, dit Boone, mais tu peux faire confiance à la musique qu'ils ont jouée, au ton. C'était doux, à peine audible, un bourdonnement chatoyant avec une étrange dissonance en dessous, comme du vent soufflant à l'envers dans une flûte. Pendant qu'ils jouaient, Amelia resta assise, immobile. Puis elle se mit à pleurer, mais sans peur. Elle prit la main de Lena. Je vois la maison,
murmura-t-elle. Notre Porsche, ta voix au téléphone, ma chambre, la lueur rose, les étoiles au plafond. Léna pleurait aussi. Tu te souviens? Je pense que je vais revenir. Le résonance breaker a été extrêmement efficace. Dès le 2e jour de traitement, Amelia se remémorait des souvenirs précis avec une clarté saisissante, sa fête d'anniversaire de 7 ans, ses céréales préférées, la fois où elle s'était écorché le genou lors d'une course cycliste avec sa cousine. Ses réactions émotionnelles joie, peur, tristesse sont revenues naturellement, sans être déclenchées par des intonations ou des phrases de contrôle. Mais chaque avancée s'accompagnait d'un autre effet, une hémorragie. Au début, elle était légère, l'interphone de l'hôpital se mit à émettre de faibles sons avant les messages. Les néons de la chambre d'Amelia clignotaient à intervalles aléatoires, au rythme d'un signal invisible. Maya a remarqué et s'est connectée au serveur de l'hôpital. Elle a trouvé des points d'accès non autorisés, des signaux de faible niveau tentant de se connecter au réseau audio. Ils savent qu'elle est réveillée, a déclaré Maya. Léna sentit un frisson lui monter à l'estomac. Qui sont-ils? Boone se tenait dans l'embrasure de la porte, pâle et les lèvres pincées. Ceux qui sont restés dans le projet après mon départ. Ils ne voulaient pas lâcher le contrôle. Le signal que vous voyez fait partie du protocole de sécurité, si un sujet commence à quitter son orbite, il réactive la tonalité source à distance. Léna regarda Amelia, assise par terre, en train de dessiner de nouveau. Ses mains étaient fermes, son visage plus calme, mais son regard s'attardait sur chaque scintillement au bip des machines. Il faut arrêter ça, dit Léna. Elle ne peut pas revivre ça. Plus tard dans la soirée, l'interphone de l'hôpital grésilla, code 245 OL pédiatrique battante. Léna sursauta. Tu as entendu ça? Boone se précipita vers le panneau mural le plus proche et en arracha le boîtier. À l'intérieur se trouvait un ensemble de haut-parleurs dissimulés, hors normes hospitalières. Maya arriva quelques secondes plus tard. Ils ont branché. Ce ne sont pas des tonalités standards, ce sont des micro-rafales ou des fréquences subsoniques injectées entre les annonces. Boone jura dans sa barbe. Ils accélèrent, ils essaient de la reprogrammer à distance. Amelia se serra les oreilles et tomba au sol. Retourne dans la chambre. Oublie la fenêtre, le ciel est dangereux, dit Léna en s'agenouillant à côté d'elle. Tu es en sécurité. Tu ne reviendras pas. Amelia tremblait. Je revois les observateurs. Ils ne sont pas réels, ils n'ont jamais été des personnes. C'étaient des sons dans la peau. Léna la serra plus fort. Écoute ma voix. Juste la mienne. Boone et Maya s'empressèrent d'arracher le relais audio du mur et de le remplacer par un bloqueur analogique provenant de l'équipement de Boone. À peine eurent-ils fait cela que le son cessa. Amelia se détendit, s'affala dans les bras de sa mère et sombra dans un sommeil épuisé. Au bureau de sécurité de l'hôpital, Maya a interpellé le technicien d'astreinte. Le système audio de tout l'étage a été compromis. Le technicien, le visage rouge et en sueur, balbutia, je n'ai rien fait. Ces systèmes étaient en place avant que je prenne le poste, je pensais qu'il s'agissait simplement de sauvegarde, dans le cadre de la rénovation du bâtiment. Boone a récupéré les schémas de câblage. Cet hôpital a été modernisé il y a 4 ans, l'année même où Terech s'est restructuré pour devenir un groupe de réflexion sous un autre nom, le Valence Behavioral Institute. Ils ont intégré cette infrastructure volontairement. Ils n'ont pas fini, dit Maya. Léna a fait irruption. Alors, on y met fin. Mia serra les dents. On ne peut pas le faire d'ici. Il nous faut le nœud de diffusion d'origine, le répéteur central. Léna demanda à Boone, qui hésita. Il n'y a qu'un seul endroit où il pourrait être assez puissant pour neutraliser les infrastructures de la ville. Il sortit une carte froissée du voile d'écho et désigna le centre, le site 0, la partie la plus profonde de la vallée, un poste de commandement souterrain. Il avait été scellé après l'effondrement, mais il marqua une pause. Je connais un moyen d'y entrer. Léna regarda Amelia, qui reposait paisiblement,
la lumière rouge d'un biomoniteur pulsant au rythme de sa respiration. Elle se tourna vers Boone et Maya. Alors, on arrête. Le lendemain matin, Amelia se réveilla plus forte. Elle s'habilla, prit son petit déjeuner et sourit même à une infirmière qui lui apportait un jus. Lorsque Lena lui demanda si elle se souvenait de ce qui s'était passé pendant la perte de mémoire, Amelia acquiesça. Ils essayaient de me rendormir, mais je suis resté avec toi. Tu le feras toujours, dit Lena. Boone s'approcha doucement. On va les arrêter. Tu as déjà fait le plus dur. Vont-ils essayer de me prendre à nouveau? Non, dit fermement Lena. On ne les laissera plus jamais s'approcher de toi. Amelia leva les yeux vers sa mère, puis vers Maya et Boone. Alors, emmène-moi avec toi. Ils ont tous cligné des yeux. Non, ma puce, dit Lena. C'est dangereux. Je sais où se trouve le centre, dit Amelia. J'y suis allé il y a longtemps. Boone se figea. Tu es déjà allé au site 0. J'ai vu le tunnel, la porte noire et l'homme sans visage. Boone s'assit lourdement. L'aile de privation sensorielle. C'est là qu'ils ont détenu les premiers sujets d'essai. Elle se souvient, demanda Maya. Elle pourrait nous guider. Lena ne voulait pas dire oui, mais le regard d'Amelia n'était pas la confusion vide d'il y a quelques jours, c'était un but. Ils partirent à la tombée de la nuit. Maya emporta un kit de terrain, des bloqueurs électromagnétiques, des brouilleurs de spectre, du matériel à ondes courtes et un serveur portable. Boone apporta les dernières cassettes antitonalité, stockées dans des magnétophones renforcés. Lena apporta une photo d'Amelia enfant et une promesse dans son cœur. Amelia n'apporta rien, mais, tandis qu'il reprenait la route vers Écoveille, elle murmura doucement, « Je connais le chemin dans l'obscurité. » L'entrée du site 0 était dissimulée sous les vestiges d'un ancien poste de garde forestier, depuis longtemps envahi par la mousse et la pourriture. Sous une trappe rouillée, habilement dissimulée sous un lit d'aiguilles de pin, se trouvait un escalier raide qui disparaissait dans l'obscurité. Ils y parvinrent juste avant l'aube. Amelia fut la première à prendre la parole. « C'est ici. » Lena lui serra la main. « Tu es sûr ?» Amelia hocha la tête. « Il y a une pièce métallique en bas. Une voix en sortait autrefois. Elle m'a raconté comment le ciel prenait fin. » Boone ajusta le lourd magnétophone sur son épaule. Ce serait le nœud de commande. Les sons de chaque sujet de test étaient gérés depuis là, boucles audio, superpositions émotionnelles, minuterie sensorielle. Maya fit un petit mouvement. Lampe de poche allumée, et descente commençait. Finissons en. Puis, l'air à l'intérieur du site 0 était plus dense que partout ailleurs, non seulement humide, mais chargé comme de l'électricité statique, vivant dans les murs. L'escalier descendait en spirale à travers le béton armé jusqu'à une étroite plateforme menant à une porte de coffre scellée. Maya brancha sa tablette de terrain. Tout cet endroit est alimenté par une boucle isolée, probablement géothermique sans aucun raccordement au réseau de surface. C'est pourquoi les tonalités ne cessaient jamais. Elle ouvrit un protocole d'accès et lança une dérivation. Après 40 secondes tendues, la porte siffla et s'ouvrit en coulissant. À l'intérieur se trouvait une salle en forme de dôme remplie de terminaux, de lumières clignotantes et de panneaux acoustiques, la plupart fissurés ou déchirés. Un système de haut-parleurs massifs était suspendu au plafond tel un sanctuaire. Au centre se trouvait une chaise en acier boulonnée au sol. « Je suis restée assise là, » murmura Amelia. Lena ne répondit pas, ses jambes étaient sur le point de lâcher. Boone se dirigea lentement vers les terminaux. Ces panneaux sont toujours actifs. Quelqu'un envoie encore un signal. Maya fit un signe de tête vers l'autre côté. J'ai un deuxième signal, non automatisé. Commande manuelle. Quelqu'un est passé par ici récemment. C'est alors qu'ils l'entendirent, des pas, légers mais mesurés, venant d'un couloir sur leur gauche. Amelia ne bougea pas. Elle fixa le couloir et dit, il est toujours en bas. Les pas s'intensifièrent, puis un homme entra dans la pièce. Il était impeccable, la quarantaine,
vêtue d'une blouse blanche et d'un badge sur lequel était inscrit « Dr Hélène Voss, Institut Valence ». Léna se plaça instinctivement devant Amélia. « Je me demandais quand tu viendrais, » dit l'homme calmement. « Tu as fait sensation en l'amenant ici. » Maya leva le tasé en guise d'avertissement. « Tu veux de l'audace ? Essaie-moi. » Voss leva les mains. « S'il te plaît, pas besoin de menaces. De toute façon, tu arrives trop tard. Le système est en train de s'arrêter, la chaîne de signaux est déjà en phase de purge. » Boone s'avança. « Tu as dirigé la suite de Hollow, n'est-ce pas ? » « Je l'ai peaufiné, » dit Voss. « J'ai supprimé l'instabilité des modèles précédents. Vos modèles étaient rudimentaires, mais avec Amélia. » Léna rétorqua, « Ce n'est pas ton sujet de test. C'est ma fille. » Voss pencha la tête. C'était une découverte majeure, le premier sujet à survivre à l'ensemble du spectre sonore et à conserver son identité. Vous savez ce que ça veut dire ? Je sais qu'elle a souffert pendant 12 ans pendant que vous jouiez à Dieu. Elle est le modèle, Madame Kerr. Elle ne se contente pas de réagir aux sons, elle les émet. Son architecture mémorielle peut influencer les autres. Nous allions changer la façon dont l'humanité emmagasine la douleur. Le visage de Boone était blême. Tu as fait d'elle une présentatrice. Voss hocha la tête. Mais maintenant qu'elle se libère, le système se dégrade sans sa liaison. Le signal s'effondre. Bien, alors ferme-le. Je ne peux pas, dit-il. Elle seule le peut. Elle est toujours liée à la boucle de mémoire centrale. Si elle coupe le dernier nœud, la fréquence s'arrêtera. Léna se tourna vers Amélia. Tu peux le faire ? Amélia regarda lentement la pièce, puis se dirigea vers la chaise. Non, la saisit Léna. Tu n'as pas à te remettre là-dedans. Amélia regarda sa mère dans les yeux. Je me souviens de tout maintenant. Mais si je ne l'arrête pas, ils trouveront une autre moi ailleurs. Boone s'avança. On ne sait pas ce que ça va te faire. Je sais, dit Amélia. Mais le ton ne me fait plus peur. Elle s'assit. Dès que son corps toucha l'acier, la pièce s'anima. Le haut-parleur du plafond grésilla, et une vieille tonalité revint grave, modulée, familière. Voss sourit faiblement. La voilà la dernière boucle. Léna se précipita vers lui et le plaqua contre le mur. Si elle ne survit pas à ça, je jure. Mais Voss s'éteignait déjà, sa voix était un murmure, tu me remercieras quand tu auras oublié la douleur. Puis il s'effondra, mort. Une capsule lui tomba de la bouche, déjà dissoute. Ce salaud de cyanure avait son propre système de sécurité. Boone vérifia son pouls. Des lumières s'allumèrent dans la pièce. Maya cria, pic de signal. Elle déclenche la purge. Le corps d'Amélia se tendit, ses mains agrippant les accoudoirs du fauteuil. Les haut-parleurs émettaient un étrange son inversé, déformé, comme si toute la douleur ancrée dans le système était aspirée par les murs. Amélia, attends. Léna courut vers elle. Amélia ne cria pas. Elle resta assise, immobile, les lèvres remuant, retour au début, retour à la chanson, retour au ciel qui ne lui était pas tombé dessus. La pièce se mit à trembler. Des panneaux se détachèrent des murs, les écrans devinrent noirs. Maya attrapa Boone. Le système implose, il faut bouger. Je ne la quitte pas, refusa Léna. Amélia tourna lentement la tête, son regard croisa celui de Léna. Je vais bien. Elle se leva. Les haut-parleurs explosèrent et le silence retomba. Dehors, l'air matinal était immobile, les oiseaux étaient revenus à écho-veille. Le signal avait disparu. Amélia marcha sans relâche vers la Jeep, Léna ne lâchant pas sa main. Boone brûla la dernière bande, Maya détruisit la dernière puce de fréquence. Ensemble, ils quittèrent la vallée pour toujours. 3 semaines plus tard, Amélia Kerr était assise sur la véranda de la maison de son enfance, emmitouflée dans un châle tricoté, sirotant une tasse de tisane à la camomille.
Le soleil venait de percer les arbres, projetant une lumière orange pâle sur l'herbe. Le vent bruissait dans les feuilles et, pour une fois, la brise ne ressemblait pas à un signal. Elle cligna des yeux dans le silence et murmura, « Ce n'est plus bruyant. » À l'intérieur de la maison, Léna se figea au son de la voix de sa fille, calme, posée, spontanée. Elle sortit sur le porche, une tasse de café à la main. « Tu as dormi ?» dit Léna. Amélia hocha la tête. Ce n'était pas le genre de sommeil qu'on m'avait appris, pas de rêve codé, juste du noir, puis de la lumière. Léna était assise à côté d'elle, proche, mais sans être trop encombrée. Elle avait appris ces 21 jours précédents que l'esprit d'Amélia fonctionnait comme un bouton de réglage, trop de signaux, trop d'émotions, trop vite, et elle se court-circuitait. Léna avait donc appris à parler plus lentement, plus doucement, à laisser le silence s'installer entre les mots. « Tu veux essayer quelque chose aujourd'hui ?» demanda Léna. « Une promenade ? La librairie ?» Amélia hésita. « Je pense que je pourrais aller dans le jardin toute seule. » Léna sourit. « C'est plus que suffisant. » Au début, les progrès étaient fragmentaires. Amélia quittait à peine sa chambre, craignant que l'ouverture des portes ne déclenche à nouveau des cycles. Mais avec le temps, elle redécouvrait des morceaux d'elle-même à travers les odeurs, le linge frais, les sensations, l'herbe sur les pieds nus et les sons qui autrefois l'effrayaient mais qui maintenant lui apportaient la paix, les oiseaux, la pluie, le bourdonnement du réfrigérateur. Elle n'aimait toujours pas la musique trop structurée, mais elle aimait quand Léna chantait. « On ne chante pas en ligne », a-t-elle dit un jour. « On chante en courbe. C'est plus sûr. » Léna pleurait souvent sous la douche, à voix basse pour qu'Amélia ne l'entende pas. Mais elle riait aussi plus qu'elle ne l'avait fait depuis des années, surtout quand Amélia faisait des remarques embarrassantes, comme « Pourquoi les gens continuent-ils à prendre de tes nouvelles ? N'est-ce pas étrange que les humains demandent comment tu vas sans vraiment vouloir la réponse détaillée ? Ou le thé, c'est juste de l'eau émotionnelle ?» Maya lui rendait visite 2 fois par semaine, avec son ordinateur portable et son matériel analogique. Elle a aidé Amélia à apprendre à filtrer le bruit numérique, et non pas seulement à l'éviter. Ensemble, elles ont construit une sorte de pare-feu sonore, un bourdonnement de fond protecteur qui protégeait Amélia des stimuli excessifs de la vie moderne. Boone leur a écrit un jour depuis une ville côtière de l'Oregon, une courte lettre. « C'est toi qui as fait la différence, pas le système, ni les sons. J'ai eu tort de le concevoir, je ne cesserai jamais de le regretter. Mais tu m'as appris à reconnaître la véritable résilience. J'apprends aussi à oublier le signal. » B. Amélia brûla la lettre dans la cheminée. « Je ne veux être le miracle de personne, dit-elle. Je veux juste être Amélia. » Léna l'embrassa sur le front. « C'est tout ce que j'ai toujours voulu, moi aussi. » La ville murmurait, bien sûr. Copper Ridge était trop petite pour ne pas le faire. La jeune fille disparue 12 ans plus tôt était entrée à l'épicerie un mardi et avait demandé des céréales, celles-là même qu'elle avait mangées avant de disparaître. Elle ne répondait pas aux questions, mais souriait. Parfois, cela suffisait. Un dimanche après-midi, Léna emmena Amélia au vieux jardin aux papillons, aujourd'hui transformé en parc communautaire. Amélia resta figée à l'entrée, les yeux rivés sur la nouvelle fresque, un enfant tendu vers le ciel, peint en bleu et jaune éclatant. « Je jouais ici, dit-elle. Je me souviens de cet endroit. » Elle fit un pas en avant, puis un autre. Léna regarda sa fille entrer dans le jardin où elle l'avait vue pour la dernière fois, petite fille, avant le signal. Et cette fois, Amélia se retourna et sourit. Ce soir-là, alors qu'il préparait le dîner, Léna posa une question discrète. « Tu te souviens de la chanson que je chantais ? Celle avec le lapin et la lune ?» Amélia hocha la tête. « Tu l'as chantée quand j'étais malade, quand j'avais de la fièvre ou des cauchemars. Je crois que tu l'as chantée quand tu as réalisé que j'étais parti. » Léna se mordit la lèvre. « Je l'ai fait, tous les soirs. » Amélia la regarda. « Chante-le encore. » Léna l'a fait, et à mi-chemin, Amélia s'est jointe à elle. Leur voix était douce et imparfaite, mais réelle.
quelque part, dans des archives gouvernementales scellées, un homme en costume gris repassait fixer une lumière clignotante sur une console éteinte. Le signal avait disparu. Les sons s'étaient tus. Mais sous le silence, un nouveau schéma se dessinait, non pas le contrôle, non pas la peur, mais le choix. Et quelque part, au loin, une voix d'enfant murmura dans un canal vide. Je sais qui je suis maintenant, et tu ne peux plus rien y changer. Fin. Si cette histoire vous a captivé, sachez qu'elle vous réserve bien d'autres surprises. Abonnez-vous pour découvrir d'autres récits captivants, thrillers psychologiques et mystères qui résonnent longtemps après la dernière ligne. Et n'oubliez pas d'appuyer sur la cloche, car certaines histoires n'attendent pas qu'on les découvre, elles vous trouvent.